Il disait que rien ne se faisait jamais voler à Hollywood. Du moins pas si le studio pouvait l'empêcher. Alors que les caméras tournaient et que les stars brillaient, un autre genre d'action se déroulait dans l'ombre. Des cambriolages audacieux, des complicités internes et des trésors inestimables disparaissant sans laisser de traces. Comment les studios légendaires ont-ils gardé ces crimes à sensation, loin du regard du public? Et qui a réellement payé le prix du silence? La vérité derrière ces trésors perdus est bien plus étrange que tout ce que le grand écran a jamais imaginé. Le scandale du vol de bijoux de David Niven. Dans le monde rare de l'âge d'or de Hollywood, une soirée glamour était autant un symbole de statut qu'un Oscar sur la cheminée. L'acteur anglais David Niven, avec son charme naturel et ses manières impeccables, était un hôte régulier de l'élite de la colonie cinématographique. Mais une fête en particulier, à la fin des années 1940, serait retenue non pour sa liste d'invités prestigieux ou ses toasts au champagne, mais pour le vol qui a failli ébranler des réputations, et comment le studio est intervenu pour réparer les dégâts avant que cela ne se transforme en scandale. La villa de Niven à Hollywood Hills était le lieu du crime, et l'occasion était aussi prestigieuse qu'une soirée après les Oscars. Parmi les invités figuraient des patrons de studio, des actrices principales en fourrure et diamants, et des réalisateurs dont le nom pouvait ouvrir n'importe quelle porte en ville. Au fil de la soirée, les rires et la musique flottaient sur la pelouse, jusqu'à ce qu'un voleur inconnu frappe alors que les invités étaient distraits. Lorsque le soleil se leva sur Mulholland Drive, plusieurs bijoux inestimables avaient disparu. Bracelets, bagues et même un collier d'héritage qui avait orné le cou de la royauté. Ce qui aurait pu être un cambriolage ordinaire dans n'importe quelle autre ville est devenu une bombe à retardement à Hollywood. Les victimes n'étaient pas seulement des mondaines. Elles étaient les épouses et maîtresses de dirigeants de studios, de financiers de films et même d'une grande starlette. Le vol menaçait d'allumer une poudrière de ragots sur qui était présent, ce qui avait été dit et quel secret pourrait éclater si l'histoire parvenait à la presse. Certains murmuraient que le crime était une affaire interne, peut-être même commis par quelqu'un à la fête. Les studios, en particulier le studio principal de Niven, se mirent en action. Leurs réparateurs se coordonnèrent avec le LAPD, qui, en échange d'une faveur généreuse, accepta de garder les rapports confidentiels. Des détectives privés furent embauchés non seulement pour retrouver les bijoux, mais aussi pour garantir la discrétion. Le studio a discrètement remboursé la valeur des objets manquants aux invités les plus influents en utilisant un labyrinthe de comptes coquilles et de paiements silencieux. Pendant ce temps, des murmures ont été lancés aux chroniqueurs de potins de la ville, selon lesquels l'histoire était grandement exagérée. Juste une autre rumeur d'Hollywood. En quelques jours, l'affaire a été discrètement résolue, du moins en apparence. Les bijoux disparus n'ont jamais été retrouvés, et personne n'a jamais été inculpé. Niven lui-même minimiserait plus tard l'incident dans des interviews, le qualifiant de blague. Mais en réalité, il avait fallu une petite armée de médiateurs et de paiements pour s'assurer qu'un coup de malchance d'une nuit ne devienne pas le scandale de première page du lendemain. Derrière la façade scintillante des fêtes de l'âge d'or, des histoires comme celle-ci étaient courantes, rappelant que la véritable magie de Hollywood n'était pas seulement à l'écran, mais dans la chorégraphie minutieuse qui gardait ses secrets dans l'ombre, le braquage du coffre-fort des studios Universal. Dans les années 1940, Universal Studios était une ruche d'activité, un terrain de jeu pour les monstres, les starlets et l'équipe dévouée qui rendait les rêves cinématographiques possibles. Mais en 1949, un acte audacieux allait ébranler le studio jusqu'à son cœur et le laisser sous le choc, non pas par l'audace du crime, mais par la peur de ce qui pourrait arriver si le public venait à l'apprendre. Le récit commença par une nuit pluvieuse de samedi, quand le décor extérieur était désert, sauf pour une équipe réduite. Dans l'obscurité, une petite équipe de voleurs professionnels réussit à contourner la sécurité, passa devant les rangées de voitures accessoires et de costumes de monstres, et cibla l'un des plateaux de tournage du studio qui servait aussi de bureau de paix. Ce n'étaient pas des petits escrocs. Cela était une opération qui nécessitait de la planification, de l'audace et, d'après beaucoup, des informations privilégiées. Ce qui s'est passé ensuite ressemble à une scène de film de cambriolage. Le gang a creusé un tunnel à travers un entrepôt rarement utilisé, évitant les entrées principales et tous les gardes visibles du studio. Une fois à l'intérieur, ils ont rapidement forcé le coffre-fort du bureau, emportant le salaire de toute la semaine. La perte était stupéfiante.
stockant des dizaines de milliers de dollars, destinés à des centaines de travailleurs qui arriveraient lundi pour vider les enveloppes et poser des questions fâchées. Les dirigeants d'Universal étaient horrifiés, non seulement par la perte financière, mais aussi par le potentiel de scandale. Avec les syndicats qui demandaient déjà des salaires plus élevés et l'industrie qui luttait encore contre le sentiment anti-Hollywood dans la presse, la nouvelle d'un vol massif, surtout s'il laissait penser à une aide interne, était une bombe à retardement. Les principaux réparateurs du studio ont rencontré la police de Los Angeles, qui, dans un élan de coopération hollywoodienne à l'ancienne, a accepté de garder les détails hors de la vue du public en échange de certaines faveurs du studio et de quelques honoraires de consultation. Discrètement, Universal a engagé des détectives privés pour enquêter sur le crime, tandis que l'enquête officielle de la police n'aboutissait à rien. Des hommes suspectés d'être des complices internes furent licenciés ou réaffectés à des départements éloignés. Lorsque des travailleurs en colère commencèrent à murmurer au sujet de salaires perdus, Universal publia une déclaration évoquant des erreurs administratives, puis compensa les salaires manquants de ses propres fonds. Désespérés de calmer les tensions, les voleurs ne furent jamais appréhendés, et l'argent volé ne fut jamais récupéré. Pendant des années, l'histoire n'était racontée qu'à voix basse sur le plateau. Un récit édifiant sur la cupidité et la loyauté. Le vrai crime, disaient certains, n'était pas seulement le vol, mais la capacité du studio à enterrer la vérité. Encore un exemple de la façon dont les usines à rêve d'Hollywood iraient à n'importe quelle longueur pour garder leur image intacte, quoi qu'ils se cachent dans l'ombre. Le film de chantage Joan Crawford, Velvet Lips. L'âge d'or de Hollywood s'est construit sur le glamour, mais en dessous circulait un courant de secrets et de menaces. Une réalité que Joan Crawford connaissait trop bien. À l'époque où elle devint une véritable star chez MGM, le passé de Crawford faisait déjà l'objet de murmures. Mais un scandale faillit éclater au grand jour. L'existence supposée d'un film pour adultes, de ses débuts, intitulé Velvet Lips. Bien que la question de savoir si Crawford est réellement apparu dans un tel film reste vivement débattue, ce qui est incontestable, c'est que la tentative de vol et de chantage autour de cette bobine supposée a provoqué des ondes de choc à travers le studio et a conduit à une dissimulation totale orchestrée par les légendaires réparateurs de MGM. L'histoire a commencé dans l'ombre. À un moment donné, à la fin des années 1920, alors que la carrière de Crawford était en train de décoller, une figure mystérieuse s'est approchée du département de publicité du studio avec un film granuleux, prétendument mettant en scène une Joan Crawford beaucoup plus jeune dans des scènes compromettantes. Que les images soient réelles, truquées ou un assemblage habile, elles étaient suffisamment convaincantes pour être dangereuses. Le timing ne pouvait pas être pire. Crawford était sur le point d'atteindre le statut de star de premier plan. Et MGM la présentait comme l'incarnation de la femme américaine moderne. La menace était claire. Un studio rival, un tabloïd, ou un criminel opportuniste pourrait tout détruire si la bobine devenait publique. Entrée Eddie Mannix et Howard Strickling, les nettoyeurs du studio. Ils ont suivi les mouvements du maître chanteur à travers Los Angeles, utilisant un mélange de pots de vin, d'intimidation et de détectives privés. Crawford elle-même était tenue à l'écart des projecteurs, pendant que les négociations et les menaces se déroulaient dans l'ombre. Selon des biographies ultérieures et des interviews avec des initiés de MGM, le studio aurait payé une somme importante, apparemment de plus de 100 000 $, une somme énorme en pleine époque de la Grande Dépression, pour récupérer et détruire le film. Le frère de Crawford aurait même été impliqué, utilisant sa connexion familiale pour essayer d'extorquer plus d'argent avant que MGM ne le fasse taire. Mais le problème ne s'est pas arrêté avec la récupération du film. Le studio a lancé une campagne discrète pour détruire toutes les copies secondaires, traquant les copies supposées qui apparaissaient dans les clubs privés et les projections en arrière-salle. Les dossiers du FBI et les rapports d'enquêteurs privés suggèrent que le département juridique du studio a travaillé nuit et jour pour intimider toute personne prétendant posséder une copie. Dans la presse, Crawford a nié farouchement avoir jamais participé à un tel projet, le qualifiant de pure invention. Les alliés du studio dans les médias ont publié des articles attaquant la crédibilité du prétendu maître chanteur, le présentant comme un inconnu amer, cherchant un gain rapide. À ce jour, le film Velvet Lips n'a jamais refait surface, et les historiens continuent de débattre de son existence réelle. Mais le véritable impact du scandale résidait dans la manière dont MGM a exercé son pouvoir pour réprimer une menace, protéger sa star et façonner le récit. Pour Joan Crawford, la dissimulation était un rappel.
que, à Hollywood, l'illusion de pureté était primordiale, et le studio n'hésiterait pas à tout faire pour la défendre. Le vol de la statuette Oscar manquante de Columbia. Gagner un Oscar était et reste le rêve ultime pour toute personne dans l'industrie du cinéma. Mais dans les années 40 pour Columbia Pictures, ce rêve a pris une tournure bizarre lorsqu'un vol audacieux sur le terrain du studio a laissé plusieurs statuettes d'Oscar manquantes et déclenché une dissimulation frénétique en coulisses qui n'a jamais atteint les colonnes de Potin. Cela s'est produit juste après la cérémonie annuelle des Oscars, lorsque le dernier lot de statuettes plaquées hors du studio, récemment décerné à ses acteurs, réalisateurs et artisans, était fièrement exposé dans une vitrine verrouillée dans le bâtiment exécutif. La vitrine était un symbole de prestige, non seulement pour les récipiendaires, mais aussi pour Columbia elle-même. Un rappel visuel de son influence croissante dans une ville longtemps dominée par MGM et Warner Brothers. Mais un lundi matin, lorsque les dirigeants sont arrivés au travail, ils ont trouvé la vitrine vide, ouverte avec la précision minutieuse de quelqu'un qui connaissait les routines de sécurité du bâtiment. La panique s'ensuivit. Pour un studio qui vivait et mourait par sa réputation, la perte de, non pas un, mais plusieurs Oscars était impensable. L'Académie a été informée discrètement et une enquête interne a immédiatement commencé. Les premiers soupçons sont tombés sur le personnel mécontent. Peut-être un employé qui s'était senti offensé ou un extérieur avec de l'aide interne. Les enjeux étaient énormes. Si l'affaire venait à être connue, ce serait une humiliation publique pour Columbia, suggérant à la fois de la négligence et de la vulnérabilité. Pire encore, cela pourrait déclencher une frénésie chez les studios rivaux, les chroniqueurs, et même l'Académie elle-même. Les intermédiaires du studio travaillaient sans relâche, interrogeant discrètement les employés, examinant les journaux de sécurité et envoyant des détectives privés de confiance dans les maisons de prêt sur gage de la ville et auprès des contacts de l'underground. La solution? Columbia a négocié avec l'Académie des remplacements discrets, des Oscars nouvellement frappés délivrés sans bruit ni communiqué de presse. On a demandé aux récipiendaires originaux de garder le silence, et le studio a discrètement pris en charge les frais des remplacements. Pendant ce temps, l'enquête a désigné un petit groupe de personnel d'entretien ayant accès aux clés après les heures de travail. Mais il n'y avait jamais suffisamment de preuves pour porter plainte. Les suspects ont été discrètement remerciés, indemnisés, ou se sont retrouvés transférés à des lieux éloignés dans le système du studio. Les statuettes volées elles-mêmes n'ont jamais été retrouvées, alimentant des années de rumeurs sur ce qu'elles étaient devenues. Certains affirmaient qu'elles avaient fini dans des collections privées à l'étranger. D'autres murmuraient qu'elles avaient été fondues pour leur or. Mais officiellement, le vol n'a jamais eu lieu. L'Académie est restée silencieuse. Les récipiendaires ont poursuivi leur carrière, et l'image publique de Columbia n'a jamais vacillé. Dans une ville obsédée par les apparences, le véritable crime n'était pas le vol. C'était la capacité étrange du studio à l'effacer de la mémoire. L'histoire des Oscars disparus est devenue un autre chapitre de l'histoire non écrite d'Hollywood, où le véritable drame se déroulait loin des feux de la rampe. Les grands cambriolages des entrepôts de décors. À l'âge d'or du système des studios, les entrepôts d'accessoires de Hollywood étaient de véritables cavernes d'Ali Baba, pleines de costumes inestimables, de bijoux anciens, d'armes élaborées et de décors de toutes les époques imaginables. Ces entrepôts représentaient des millions de dollars d'actifs et d'innombrables heures d'artisanat. Pourtant, à partir des années 1940, et s'étendant bien dans les années 1950, une série de cambriolages systématiques a frappé les départements d'accessoires des plus grands studios d'Hollywood. Contrairement aux braquages spectaculaires qui faisaient des gros titres, ceux-ci étaient des jobs internes, effectués lentement et discrètement au fil des ans, et les studios, terrifiés par la mauvaise presse et les problèmes syndicaux, firent tout leur possible pour dissimuler ce qui équivalait à l'un des vols les plus longs de Hollywood. L'ampleur du vol était stupéfiante. Avec le temps, des costumes originaux de films comme Les Aventures de Robin des Bois ou Ben-Hur, des couronnes incrustées de pierres précieuses, des épées d'apparence ancienne et même des accessoires aussi emblématiques que des répliques du Faucon maltais ont tout simplement disparu. Lorsque les auditeurs ont commencé à poser des questions sur les écarts de l'inventaire, les excuses allaient de perdu pendant le transport à endommager au-delà de toute réparation. Mais la vérité était bien plus embarrassante. Des équipes, des magasiniers et même une poignée de décorateurs de plateaux de confiance siphonnaient l'histoire d'Hollywood morceau par morceau et la vendaient à de riches collectionneurs et,
boutiques d'antiquités, et le marché noir de souvenirs en plein essor. Le premier réflexe du studio était l'autopréservation. Les dirigeants craignaient que révéler les vols les embarrasserait non seulement devant la presse et le public, mais déclencherait également des troubles sociaux, sujet déjà sensible avec la montée de la syndicalisation après-guerre. Plutôt que d'appeler la police ou de faire des déclarations publiques, ils ont discrètement licencié ou réaffecté les membres du personnel qui semblaient être impliqués, en faisant des paiements de départ généreux en échange de leur silence. Dans certains cas notoires, des détectives privés ont été envoyés, non pas pour récupérer les objets volés, mais pour s'assurer que l'information sur les vols n'atteigne jamais les oreilles de la presse hollywoodienne, notoirement curieuse. Pendant ce temps, la véritable ampleur de la perte n'a été connue que d'un petit nombre de personnes. Des réclamations d'assurance étaient déposées sous des rubriques vagues, et dans les rapports annuels, l'inventaire perdu devenait une explication passe-partout pour des centaines d'artefacts disparus. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque certains de ces trésors ont fait surface lors de ventes aux enchères ou dans les maisons de fans de cinéma célèbres, que l'ampleur totale des cambriolages a été révélée. Pour les studios, l'hémorragie silencieuse de leur propre histoire était un coup de faire des affaires, un secret qu'il valait mieux garder enfoui. En fin de compte, les grands vols dans les entrepôts de décors n'ont jamais été officiellement reconnus, encore moins résolus. La capacité du studio à gérer l'histoire a transformé une crise à l'échelle de l'industrie en un murmure parmi les initiés, fut peut-être le plus grand tour de magie de l'âge d'or d'Hollywood. C'était un rappel que parfois, les accessoires les plus précieux ne retournaient jamais sur le plateau, et que le vrai drame se déroulait loin des caméras. Le cambriolage des bijoux de costume d'Autant en emporte le vent. Peu de films ont captivé l'imagination du public comme Autant en emporte le vent, et les costumes, en particulier les bijoux éblouissants de Scarlett O'Hara, sont devenus légendaires, à part entière. Mais en coulisses, l'un des vols les plus audacieux de l'âge d'or s'est déroulé. Un vol qui ne serait découvert que de nombreuses années plus tard. Les pièces de joaillerie originales, qui avaient orné les cous et les poignets de Vivian Leigh et Olivia de Havilland, furent volées du coffre-fort de MGM et remplacées par de fausses pièces habilement confectionnées, un échange si subtil qu'il a trompé presque tout le monde. Pourtant, le scandale n'a jamais été rendu public, car MGM a choisi d'enterrer discrètement le vol, plutôt que de risquer de nuire à l'héritage du film ou à la réputation du studio. L'histoire a commencé immédiatement après le succès énorme du film. MGM, comprenant la valeur future des accessoires et costumes, les a rangés dans un coffre-fort très sécurisé, pensant qu'ils seraient à l'abri du temps et de la tentation. Mais la tentation a trouvé son chemin. Des initiés, probablement des employés de studios de confiance familiers, avec les couloirs labyrinthiques et les routines de sécurité, ont réussi l'échange. Les véritables bijoux ont disparu, et des répliques habilement fabriquées ont été laissées à leur place. Lorsque les pièces furent plus tard exposées à des fins caritatives ou promotionnelles, même les archivistes du studio ne soupçonnaient pas la ruse. Les dirigeants de MGM furent mortifiés lorsque, par un expert externe, la vérité finit par émerger. Les bijoux étaient en verre de pacotille, non les pierres précieuses qu'ils avaient assurées, pour une petite fortune. Une réunion d'urgence a été convoquée, et la nouvelle a été gardée strictement confidentielle. Seuls les hauts dirigeants, les conseillers juridiques et une poignée de personnel de confiance étaient au courant. Il n'y eut aucun rapport de police, aucun communiqué de presse, et certainement aucune mention dans les magazines de fans qui documentaient servilement chaque détail du folklore d'Autant en emporte le vent. Au lieu de cela, MGM a pris une décision interne. La perte serait discrètement effacée, et le public n'en saurait rien. L'assurance a été collectée discrètement sous le prétexte d'une perte accidentelle, et pour détourner les soupçons, le studio a commencé à souligner l'histoire que tous les bijoux du film étaient des costumes, jamais vraiment précieux au départ. Tout membre du personnel qui posait trop de questions était réaffecté, et les dossiers de l'incident ont disparu dans des fichiers confidentiels. À ce jour, certains pensent que les véritables bijoux de Scarlett se trouvent dans des collections privées, apparaissant parfois lors d'enchères secrètes pour le bon prix. L'escroquerie des faux bijoux d'Autant en emporte le vent reste l'un des tours de passe-passe les plus impressionnants d'Hollywood. Un crime étincelant à jamais caché derrière le rideau de velours, où l'apparence a toujours compté plus que la réalité. Détournement de fonds à la cantine du studio Warner Brothers, année 1930. À l'apogée animé de l'industrie cinématographique.
Année 1930, Warner Brothers Studio était une ville en soi. Derrière la façade brillante de stars en tête d'affiche et de films de gangsters à succès, se trouvait tout un écosystème. Constructeurs de décors, costumiers, chauffeurs, et, au cœur de tout cela, le célèbre réfectoire de Warner Brothers. C'était le cœur battant du studio, un lieu social où légendes et figurants se côtoyaient autour de café et de steak. Mais sous le bruit des couverts, un crime astucieux se préparait juste sous le nez des dirigeants du studio. Pendant des années, un gérant de cantine de confiance a détourné des milliers tirés des recettes quotidiennes, et le studio, désireux d'éviter un scandale, l'a discrètement étouffé. L'arnaque était simple, mais efficace. Chaque jour, la cantine rapportait une petite fortune grâce au flux incessant de travailleurs, d'acteurs et de gros bonnets du studio. L'argent liquide passait de main en main rapidement, et les registres papier étaient faciles à manipuler à une époque pré-numérique. Le directeur, longtemps considéré comme loyal et indispensable, a profité de la confiance du système. De petites sommes furent détournées. D'abord quelques dollars, puis des centaines, puis des milliers, accumulés au fil du temps. Lorsque des pénuries occasionnelles étaient remarquées, elles étaient attribuées à des erreurs de comptabilité ou à des pertes d'inventaire. Le point de bascule est arrivé lorsqu'une nouvelle comptable a été embauchée dans le cadre d'un effort global du studio pour une plus grande efficacité. En examinant des années de dossiers, elle a commencé à voir le schéma, des divergences qui remontaient à une seule personne. Face à des preuves accablantes, les dirigeants de Warner Brothers ont convoqué une réunion secrète. Ils étaient horrifiés, non seulement par le montant impliqué, qui s'élevait, selon certains rapports, à des dizaines de milliers, une somme énorme pour les dollars de l'époque de la dépression, mais aussi par ce qu'un scandale public pourrait signifier pour l'image du studio et les relations de travail. Plutôt que de risquer des gros titres criants, détournement de fonds chez Warner Brothers et d'attiser la colère des syndicats, le studio a opté pour le contrôle des dégâts. Le directeur du restaurant a été licencié discrètement avec un généreux paquet de départ et un avertissement sévère. Aucun rapport de police n'a été déposé. Des rumeurs sur la véritable raison du départ soudain circulaient parmi les employés de longue date, mais la version officielle était celle d'une retraite. Pour s'assurer davantage du silence, Warner Brothers a couvert les fonds manquants et a émis une note anodine promettant des procédures comptables améliorées. La presse n'a jamais eu vent du crime. Pour Warner Brothers, le risque le plus grand n'était pas la perte d'argent, mais la possible perte de face. En choisissant de gérer le détournement en interne, le studio a renforcé une règle d'or du vieux Hollywood. L'image à l'écran, et dans les gros titres, a toujours compté plus que ce qui se passe derrière les coulisses. À la fin, la cantine a repris son activité habituelle. Les stars continuaient de venir, et la légende de Warner Brothers a grandi, intacte par le scandale, du moins en public. Le casse du trésor, de pirate, d'Errol Flynn. Pour le public, Errol Flynn était le pirate par excellence, diablement beau, infiniment charmant, et toujours à la recherche d'aventures. Mais pendant la production de l'une des célèbres épopées pirates de Flynn dans les années 1940, la frontière entre la fantaisie à l'écran et l'intrigue de la vie réelle s'estompa lorsqu'un trésor d'accessoires en or et de pièces de décor disparut du plateau lors d'un incident que le studio tenterait de minimiser. Cela commença sur les immenses plateaux de Warner Brothers, transformés en Caraïbes pour une somptueuse production de pirates. Le décor scintillait avec de faux doublons en or, des coffres élaborés incrustés de bijoux et des armes fabriquées par les meilleurs artisans de Hollywood. Pendant des jours, Flynn et ses camarades acteurs ont mis en scène des batailles et des chasses au trésor au milieu du butin soigneusement construit. Mais à l'approche de la fin du tournage, le département des accessoires a remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs des trésors les plus précieux avaient disparu. Les articles manquants comprenaient des gobelets plaqués or, des épées ornées, et même un des coffres aux trésors principaux. La perte représentait non seulement des milliers de dollars en matériaux et en main-d'œuvre, mais aussi un cauchemar logistique pour la continuité et le budget du film. La suspicion chuchotée sur le plateau était qu'un complice de l'intérieur avait orchestré le vol, peut-être un accessoiriste mécontent, peut-être un figurant avide d'un souvenir, ou même quelqu'un de plus haut placé. Certaines rumeurs pointaient même vers Flynn lui-même, dont la réputation pour ses frasques et ses plaisanteries en dehors de l'écran était légendaire. La direction du studio n'était pas d'humeur pour un scandale. Les responsables de Warner Brothers sont intervenus, appelant des hommes de sécurité de confiance et des détectives privés pour
mener une enquête discrète. Pour le public, et même pour beaucoup de membres du casting et de l'équipe, l'explication officielle était que les accessoires manquants avaient été égarés ou endommagés lors du stockage. En privé, une poignée de membres du personnel ont été discrètement licenciés ou réaffectés, et le studio a remplacé les objets perdus par des doublons fabriqués à la hâte pour terminer le film à temps. Flynn, pour sa part, a amplifié l'histoire dans les années suivantes comme une autre de ses aventures excentriques à Hollywood, mais a nié toute implication. Le studio, quant à lui, a réussi à empêcher que l'histoire ne fuite dans la presse, protégeant ainsi la réputation de Flynn et sa propre rentabilité. Le vol du trésor pirate n'a jamais été résolu, et les accessoires manquants sont parfois apparus des années plus tard dans des collections privées de souvenirs, inestimables pour les cinéphiles, mais une affaire classée pour Warner Brothers. À la fin, l'incident est devenu une autre histoire colorée de l'ère sauvage et non réglementée d'Hollywood classique, une époque où les stars et les crapules partageaient souvent les mêmes projecteurs, et où les studios pouvaient enterrer presque n'importe quel secret, peu importe son éclat. L'incendie des archives de Fox Film et les allégations de fraude à l'assurance, 1937. En 1937, une catastrophe a frappé la Fox Film Corporation, qui serait retenue pour sa destruction, mais aussi pour les rumeurs et la dissimulation qui ont suivi. L'incendie dans la voûte de la Fox Film, qui a incinéré des milliers de négatifs originaux et de copies de l'ère du cinéma muet d'Hollywood, a été officiellement attribué à la nature hautement inflammable du film Nitrate. Pourtant, dès que les cendres se sont déposées, des rumeurs sur une fraude à l'assurance, un sabotage interne et une dissimulation par le studio ont commencé à circuler, ajoutant une autre dimension au mystère et à la perte. L'incendie fut une catastrophe pour l'industrie cinématographique. Il a éclaté sans avertissement, alimenté par les films en nitrate stockés à l'intérieur. Lorsque les pompiers sont arrivés, la voûte était en proie à des flammes si intenses qu'elles ont déformé les poutres en acier et envoyé de la fumée toxique se répandre sur la ville. Perdus, des centaines de films muets, chefs-d'œuvre, projets oubliés et actualités rares, représentant un morceau irremplaçable de l'histoire du cinéma. Les dirigeants de Fox ont publiquement déploré la perte, exprimant leur indignation et promettant de restaurer ce qui pouvait l'être. Mais alors que les studios publiaient des déclarations de chagrin, les experts en assurance faisaient discrètement l'inventaire de ce qui avait réellement été perdu. Le montant réclamé en assurance, des millions de dollars actuels, était stupéfiant. Les initiés de l'industrie ont commencé à murmurer que la valeur de certains actifs détruits avait été grossièrement gonflée et que certains négatifs avaient été déclarés perdus, malgré le fait qu'ils avaient été dupliqués ou rendus obsolètes. Faisant face à des vents contraires financiers pendant la dépression, ils étaient susceptibles de bénéficier énormément d'un important paiement d'assurance. Le LAPD et les inspecteurs locaux des incendies ont mené une enquête, mais ont été entravés par l'équipe juridique du studio et le manque de preuves claires. Il n'y a eu aucune accusation formelle, aucune accusation publique, et personne n'a jamais été tenu responsable. En coulisses, le studio a discrètement conclu un accord avec la compagnie d'assurance, s'est réconcilié avec les autorités municipales et a fait taire toute dissidence interne. Les employés qui posaient des questions sur les inventaires manquants ou la tenue de registres suspects ont rapidement été transférés ou licenciés. Dans la presse, l'incident a été décrit comme un accident tragique, un coup de chance de la chimie et du destin. Mais pour ceux qui avaient travaillé chez Fox ou dans les cercles restreints de l'industrie, l'histoire n'a jamais vraiment eu de sens. Certains croient encore que l'incendie a été déclenché intentionnellement, soit comme une tentative désespérée de bénéficier des assurances, soit pour détruire des preuves de transactions douteuses du studio. Aujourd'hui, l'incendie des archives de Fox Film est rappelé comme l'une des plus grandes tragédies d'archives de l'histoire d'Hollywood. Cependant, pour les initiés, cela reste un symbole du côté obscur du système des studios, un monde où l'argent, la réputation et le pouvoir étaient les véritables trésors, et où la vérité pouvait toujours être réécrite, comme les scénarios qui ont rendu Hollywood célèbre. Le vol au coffre-fort du studio Chaplin. Charlie Chaplin était plus qu'une simple star de cinéma. Il était une institution hollywoodienne, un auteur dont l'indépendance créative était presque aussi légendaire que son personnage du Petit Vagabond. Mais à la fin des années 1940, le studio soigneusement gardé de Chaplin devint le théâtre d'un véritable vol hollywoodien qui faillit emporter certains des artefacts les plus précieux de l'âge d'or du cinéma. À l'époque, les Chaplin Studios étaient l'un des rares grands
Des maisons de production indépendantes à Hollywood. Un lieu où la star pouvait créer des films sans l'ingérence des grands patrons de studio. À l'intérieur de son modeste coffre-fort, Chaplin conservait non seulement des documents commerciaux, il y stockait des négatifs originaux, des coupes brutes, des prises ratées et des souvenirs personnels qui retraçaient des décennies d'histoire du cinéma. Pour les historiens du cinéma et les fans de Chaplin, ces matériaux seraient désormais considérés comme inestimables. Une nuit brumeuse, des cambrioleurs expérimentés se sont faufilés à travers le périmètre de l'arrière-cour. Les rapports des gardes de sécurité, qui ont ensuite été discrètement renvoyés, suggèrent que les coupables avaient une aide intérieure. Ils se sont dirigés vers le coffre-fort, contournant une série de portes verrouillées et de systèmes d'alarme rudimentaires. Le matin venu, plusieurs bobines de films et objets personnels rares avaient disparu. Parmi eux, des bandes inédites, des notes manuscrites, et même certains accessoires de Chaplin issus de ses premières comédies muettes. La perte était plus que financière. Pour Chaplin, qui faisait déjà face à un examen politique accru dans l'Amérique d'après-guerre, la menace de fuite de séquences inachevées ou la vente de ses effets personnels sur le marché noir posait un risque à la fois pour son héritage et pour ses batailles juridiques en cours. Si la nouvelle se répandait, la réputation du studio en matière de sécurité serait en lambeaux, et les vautours de la presse hollywoodienne se mettraient à tourner. Mais Chaplin n'était pas étranger au pouvoir du silence. Son fidèle directeur commercial a rapidement engagé une équipe de détectives privés, dont certains étaient d'anciens policiers, réputés pour leur discrétion. Ils ont suivi les objets à travers le monde souterrain criminel de Los Angeles, traçant des rumeurs de bobines rares de Chaplin proposées à la vente à des collectionneurs privés à New York et en Europe. Les négociateurs du studio ont discrètement négocié le retour de la plupart des objets, échangeant parfois de l'argent, parfois simplement en faisant des menaces voilées sur les dangers de se confronter à l'une des icônes les plus aimées d'Hollywood. Pendant tout ce temps, l'incident a été gardé aussi loin que possible du public et de la presse. Il n'y avait aucun rapport de police, aucun gros titre de journal, seulement des rumeurs parmi quelques initiés triés sur le volet. Les agents de sécurité soupçonnés de complicité ont disparu des effectifs du jour au lendemain. Chaplin, apparemment impassible, a continué à travailler, sans jamais reconnaître le vol en public. Le cambriolage du coffre-fort du studio Chaplin reste un témoignage de la façon dont même les lumières les plus brillantes d'Hollywood pouvaient être ciblées par ceux espérant profiter de l'or du celluloïd. Mais dans ce cas, la véritable histoire, comme tant d'autres à Tinseltown, a été habilement montée en coulisses, garantissant que la légende de Chaplin reste intacte, du moins aux yeux du monde. Le vol du joyau de la salle des accessoires de Paramount Pictures, au début des années 1950, était un symbole de glamour et de prestige, un studio réputé pour ses productions fastueuses et une écurie enviable de stars. Pourtant, sous l'éclat des lumières du chapiteau, une série de cambriolages subtils et coûteux s'est déroulée, qui allait ébranler la confiance du studio en sa propre sécurité et provoquer une agitation en coulisses pour empêcher que le scandale n'atteigne jamais la une des journaux. Les ennuis ont commencé discrètement. Pour les grandes productions, pensez à Boulevard du Crépuscule ou Vacances romaines, Paramount empruntait des bijoux authentiques et des pierres précieuses anciennes à des bijoutiers haut de gamme. La raison était simple. Aucune quantité de bijoux de costume ne pouvait reproduire l'éclat des vrais diamants, émeraudes et saphirs sous les lumières du studio. Mais avec autant de trésors authentiques passant par les salles des accessoires, la tentation du vol était immense. Sur une période de plusieurs mois, plusieurs pièces précieuses disparurent, sans laisser de traces. Un jour, c'était une broche ornée de diamants. Le lendemain, une paire de boucles d'oreilles en saphir, destinées au grand plan rapproché d'une actrice principale. Les dirigeants de studio étaient horrifiés. Ce n'étaient pas des imitations bon marché, mais des héritages irremplaçables en prêt, souvent assurés pour des sommes astronomiques. Une panique silencieuse s'est installée. Si l'histoire se répandait, Paramount risquait des poursuites de la part des prêteurs, des primes d'assurance plus élevées et l'effet dissuasif des bijoutiers refusant de futures collaborations. Plutôt que d'alerter la presse ou la police, les agents de Paramount se mirent au travail. La sécurité interne mena des enquêtes discrètes. Les employés de confiance ont été interrogés dans des bureaux fermés, et plusieurs membres du personnel du département des accessoires ont été renvoyés pour des raisons non liées. Pour garder les bijoutiers satisfaits et silencieux, le studio les a indemnisés directement, souvent à perte, avec des promesses de futures collaborations et même quelques placements de produits lucratifs dans les films à venir. Pendant ce temps, des rumeurs sur les vols ont commencé à circuler parmi les
Le cercle intérieur de l'industrie. Certains ont suggéré un coup monté de l'intérieur, orchestré par un accessoiriste avec des liens dans le milieu. D'autres ont blâmé le réseau de figurants et petits rôles ayant accès au plateau. Occasionnellement, une pièce réapparaissait lors d'une vente privée ou dans la collection d'un mondain mystérieux, pour être discrètement récupérée par l'équipe juridique du studio. Mais pour le public, l'histoire n'a jamais existé. La crise de vol de bijoux chez Paramount a été effectivement effacée de l'histoire. Pas de gros titres, pas de procès, pas de dommages à sa réputation étincelante. Le spectacle continua, tout comme la tradition de bijoux authentiques éblouissants à l'écran, chaque pièce portant avec elle la promesse tacite que ce qui se passe dans l'ombre d'Hollywood reste dans l'ombre d'Hollywood. À l'âge d'or d'Hollywood, le véritable drame ne se déroulait pas toujours à l'écran. Derrière chaque costume étincelant et bijoux scintillants, il y avait des secrets, des complots et des vols que le monde ne devait jamais voir. Les studios réécrivaient la réalité pour protéger leur légende, enterrant les scandales avec la même maîtrise qu'ils utilisaient pour créer des stars. Mais au final, la vérité trouve toujours une faille, nous rappelant qu'à Hollywood, chaque légende a son ombre, et chaque trésor a son prix